Bonjour à tous, bonjour à toutes, ce podcast n'est pas sponsorisé, mais pour nous aider, vous pouvez mettre juste 5 étoiles et vous abonner sur Spotify ou sur Apple Music. S'il vous plaît. Et on envoie... Apple Podcast. C'est pas Apple Podcast, pardon. Je suis vieux. Générique, le générique dure pas longtemps, donc vous inquiétez pas. Générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Voilà, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge. Je vous dis que le générique dure pas longtemps parce que moi c'est un traumatisme des podcasts cinéma où des fois j'ai envie d'entendre des avis sur des films, donc je tape dans ma recherche podcast et vraiment il y a des génériques qui durent 5 minutes, j'en abuse un peu. T'abuses, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est juste des répliques de films, tu sais, des découpages de répliques de films et ça me rend fou. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand on a monté ce podcast, c'était une des conditions que j'avais imposées au Gap. Je lui ai dit... Un générique court. Il faut qu'on ait un générique court parce que ça m'insupporte quand les gens viennent écouter un avis sur un film. Bah, ils aient le podcast direct. Il y avait deux choses, générique court et Finkelkraut. Voilà, c'est ça. Après, carte blanche. C'est toi qui gères. Si jamais il y en a qui n'ont pas la ref, sur notre générique, c'est Finkelkraut. Voilà, c'est le grand Alain Finkelkraut. Mais aujourd'hui, nous allons parler de grands cinéastes. Oui. Au singulier. Ah oui. Non, je suis dire, on va revenir sur L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho et sur Avatar de James Cameron. Oui, ouais. Mais bon... Cameron, quand même. On en parlera plus tard. Oui. On vous avoue, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, qu'on a une préférence pour un certain film sud-américain. Surtout qu'à la base, on ne devait pas parler d'Avatar. C'est vrai. C'est venu un peu par hasard. On le dit à la fin du dernier épisode. Oui. Qu'on a la flemme d'aller voir Avatar. Au final, il y a eu des circonstances qui font que on l'a vu. Que le Gap. Voilà, je l'ai vu. Et du coup, je suis allé le voir aussi. Et voilà. Et du coup, on va quand même en parler parce que c'est l'événement de cette fin d'année apparemment. Tout à fait. Rapide présentation. Je ne suis pas Florian Epp aujourd'hui. Je suis Florian Epinho. Et ce n'est pas le Gap avec moi. C'est le Gapinho. Hey, je ne peux pas parler portugais. Guillermo Andrés Pequeño. Ah mais non, Pequeño c'est en espagnol en plus. Espagnol, ouais. Ah, j'aurais dû regarder comment on dit petit en portugais. C'est pas grave. Pequeño. Si, c'est pas Pequeño. Non. Pequeño. Bah, je pense qu'il y a Igno dans la cité de Dieu. Bouscapé. C'est Pequeño, non? Non, je sais plus. Ah, mais il y a Zé Pequeño. Zé Pequeño, ouais, c'est ça. Ah, ils ont le même mot pour dire petit en espagnol qu'en portugais, peut-être. Comprends plus. Voilà, on n'a aucune source, hein, vous voyez. Ah oui, alors. Je disais, oh là là, les longs génériques pour avoir des avis sur des films, mais alors ça. Faites vos recherches. Voilà, faites vos propres recherches. Dites-nous en commentaire. Facebook. On va revenir donc en premier lieu sur L'Agent secret o Agente secreto de Kleber Mendoza Filho. Eh oui. Kleber Mendoza Filho, qui est un réalisateur brésilien. C'est son 4e ou 5e long métrage. Pardon, j'oublie toujours on part tellement in medias res que j'oublie de sortir à chaque fois. C'est son 5e si on compte. On compte le documentaire. Donc, ah bah oui, on compte. Ah, peut-être 6e, il y avait un tout premier documentaire dans les années 2000, mais que je n'ai pas vu. Ok, bah, on va dire que c'est son 5e. Oui. On s'arrange avec la réalité. On s'arrange. Rien n'est précis dans ce podcast. Mais donc c'est son 5e film, il revient, prix du meilleur réalisateur à Cannes, prix du meilleur acteur pour Wagner Moura, double prix, double price. Ouais, double prix. C'est donc un film qui revient sur l'année 1977 au Brésil, sous le prisme d'un certain Marcelo, ou pas. Peut-être que ce n'est pas son vrai prénom. Mais qu'est-ce qui se passe, ma voix là, elle fait que craque. Peut-être que ce n'est pas Marcello, mais peut-être Diego Armando Maradona. Non, c'est pas Armando. Et donc, on suit ce bon vieux Marcelo, donc Wagner Moura, qui se cache d'on ne sait quoi dans la ville de Recife, qui est donc la ville natale de Kleber Mendoza Filho. Là où se passent tous les films, à part Bacurau. Oui. Sinon, tous ces films se passent à Recife. Tout à fait.
Et donc on va suivre ce film un petit peu nébuleux, où tout va nous être distillé petit à petit. On ne sait pas je crois que c'est bien la première heure du film, on ne sait pas du tout pourquoi. Je crois que c'est même 1h30. Ouais, c'est même plus, oui, t'as raison. C'est 1h30, ouais. On sait pas vraiment ce qu'il fait là, pourquoi il fuit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est arrivé à sa femme. Donc c'est un film assez intéressant. On parlait, si vous êtes des OG de Drapeau Rouge, quand on parlait de Michel Franco, je parlais de l'amour que j'avais pour cette écriture-là, qui est de vraiment nous mettre dans des... de pas savoir où on met les pieds et de petit à petit nous donner les informations au compte-gouttes, ce qui, je trouve, en tant que spectateur, nous maintient dans un état d'attention et constant, parce qu'en fait, on est tout le temps à se questionner de... En plus, on sait qu'il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, il y a des scènes qui donnent de la tension. Évidemment, la scène d'introduction. Incroyable. Qui donne une tension, mais alors qu'on sait pas ce qui se passe. C'est Quelle ça. scène d'ailleurs, quelle scène d'introduction quand tu commences ton film de la sorte, bon. En plus, c'est que le film s'appelle L'Agent Secret, donc on peut se dire que le personnage qu'interprète Wagner Moura est un espèce de d'assassin ou de hors-la-loi, et donc du coup quand on a cette scène d'intro où il se fait arrêter par enfin il se fait pas arrêter mais en tout cas contrôlé par la police et qu'il lui demande est-ce que vous avez des armes, est-ce que vous avez de la drogue et tout, bah moi à ce moment-là je me dis on est dans un espèce de thriller et oui il va avoir une arme et il va se faire arrêter et puis ça va partir en vrille et tout, et en fait on se rend compte que c'est un homme bien sous tout rapport. Exactement, finalement. En fait c'est le terme agent secret qui est... Oui, c'est ça. Non mais tu vois, dans l'esprit de tout le monde, c'est James Bond quoi, l'agent secret. Oui, c'est ça. Agent double. Ouais, il y a plein de choses comme ça, alors que pas du tout évidemment. Et du coup, ouais, cette première scène, il y a une tension qui s'y met. Déjà premier plan, c'est juste des jambes, enfin, c'est juste un cadavre. Oui, c'est un cadavre recouvert d'un carton. Enfin, c'est en gros un cadavre allongé au sol sur lequel on a posé maladroitement un carton pour le cacher avec des cailloux pour pas que ça s'envole. Mais c'est fou parce qu'en fait dans cette scène d'intro il y a tout le film. Oui. Il y a à la fois donc le côté mystère, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Il y a le côté cadavre, donc il y a la mort qui est présente tout le temps, qu'on essaye de dissimuler, mais qui est quand même présente aux yeux de tous, puisque on a mis un vieux carton dessus, mais on voit les trois quarts du corps. Il y a un moment incroyable où il y a une famille qui passe en voiture. Ouais. Et encore une fois, il y a vraiment tout le film, parce que en fait, le film se passe en 77, et c'est pendant la période du carnaval. Oui. Et c'est une famille qui était au carnaval, et là qui passe tout déguisé, qui passe en voiture pour aller mettre de l'essence. Et d'un coup, ils voient ce cadavre, ils sont tous en train de crier. Ils repartent, ils s'arrêtent pas, ouais. Elle est incroyable cette séquence aussi. Et ça, et puis le pompiste, du coup, qui lui dit oui, on a. Enfin, Marcelo qui dit au pompiste, mais pourquoi vous appelez pas la police? Il dit ouais, mais la police, ils s'occupent pas de ce genre de choses. Et juste après, t'as la police qui arrive. Eux pensent que ça va être pour s'occuper du cadavre, et en fait ils vont venir contrôler Marcelo dans l'espoir de lui soutirer de l'argent. Ils voulaient juste contrôler cette coccinelle jaune. Oui, parce qu'ils se disent c'est une voiture, c'est une belle voiture, du coup on va essayer de lui grappiller de la thune. Oui. Et ça montre aussi l'état du Brésil à cette époque-là, où on est encore sous la dictature. Ça a été une année semée d'embûches, comme le dit c'est vrai que le carton d'intro. Ils le disent même 2 fois, ils leur disent à un moment donné dans le film. Oui, parce que c'est j'ai oublié le nom de la vieille dame. Ursula. Pourquoi Ursula? Je sais pas. Non, c'est sûrement pas Ursula. J'oublie. Mais elle le dit, oui, ça a été une année semée d'embûches, qui est une espèce d'euphémisme qui va bien avec le personnage de dire qui vit des drames horribles et qui dit oh, c'est comme ça, on fait avec. C'est semé d'embûches. On tue des gens pour des opinions et la police est corrompue, les institutions sont horribles, le pays, c'est semé d'embûches, quoi. C'est ça. Il y a tout ce truc aussi, oui, ben la mort présente. Enfin, c'est une époque où la dictature militaire brésilienne tuait beaucoup d'opposants. Donc il y avait beaucoup de. Enfin, on va revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de pères qui ont disparu tragiquement. Ouais. Des mères qui ont dû élever leurs enfants sans père, et les enfants qui ne se souviennent même plus du père. Et il y a tout ce message aussi dans ce film, jusqu'à la toute dernière séquence, mais ça, on en reparlera aussi. Exceptionnel.
Ouais, bien sûr. Ouais. Exceptionnel. Mais il y a vraiment, enfin, il arrive à mettre des choses, mais même des détails. Genre le truc de la jambe poilue. Mm. Ça, c'est une référence à un truc qui se passe à Récifé. Enfin, c'est la jambe. Oui, c'est une légende urbaine. C'est une légende C'était urbaine, un voilà. code. C'est une légende urbaine et c'est dingue qu'il arrive à insuffler ça. Ouais, en fait, c'est Et la façon dont il la le fait. jambe poilue, c'était un code pour. En gros, vu que les journalistes sous la dictature n'avaient pas le droit, il n'y avait pas de liberté de presse, si tu disais, si tu dénonçais une action du gouvernement ou de la police, tu te faisais vraiment assassiner. Et donc, du coup, quand il y Ah, avait. tu finissais dans la mer et sûrement c'est bouffé ça. par un requin. Voilà. Et du coup, quand il y avait une bavure policière ou une bavure du gouvernement, on disait la jambe poilue a assassiné 3 personnes, la jambe poilue a agressé Ouais. 5 mecs et tout. Et du coup, c'était donc un code. Et là, il l'adapte littéralement, où il y a vraiment une scène où il y a une jambe. Exceptionnel. On dirait c'est du stop motion, limite. Bah, en fait, parce que du coup, pour expliquer, au début du film, il y a un truc où enfin, tout le long du film, et une des premières scènes, c'est une jambe qui est retrouvée dans un requin. Mm. Donc on comprend très vite que la police est un peu coupable de ce truc. Enfin, voilà, Ouais. et dans ce truc. Et du coup, ben, vu que tout le monde en parle dans la ville, il y a les journalistes qui écrivent des petites histoires, des petites histoires là-dessus, des histoires de fiction sur la jambe poilue. Et à un moment donné, il va décider il y a plusieurs personnages qui sont dans un salon, et qu'il y a un personnage qui lit cette histoire dans le journal. Et Mendoza Filho décide de le mettre en scène, Ouais. ce moment. Et c'est assez dingue. Quelle Ouais, belle c'est idée. tourné vraiment comme une espèce de slasher des années Ouais. 70, quoi. Et c'est très drôle. Mais c'est fait pour, hein, Alors mais que très drôle. c'est quand même un événement assez tragique, puisque Eh oui. c'est quand même, au final, quand on a le sous-texte, c'est vraiment des policiers qui sont allés Oui. buter des homosexuels C'est exactement dans la ça. rue, quoi. Et du coup, mais ça, c'est très intéressant dans le film aussi, parce que il y a un autre film sur la dictature brésilienne qui est sorti cette année, qui s'appelle Je ne suis plus là, Ah, j'ai pas vu. de Walter Salles, qui était un film très classique, on va dire. C'était vraiment le film de dictature enfin le film de dictature, quoi. C'est-à-dire tout est assez grave. On suit le récit d'une femme qui va se battre, Ouais. qui était un plutôt bon film par ailleurs, même si j'avais été assez déçu parce que je le trouvais trop classique et trop didactique. Là, je trouve que ce qui est fort dans le film, c'est qu'il arrive à trouver les moments de vie et les moments de joie, même dans cette période de trouble. Et, Mhm. et pour moi, tout ça, c'est représenté évidemment par déjà les personnages qui sont tous exceptionnels. Vraiment, le premier truc qui m'a marqué quand je suis sorti de la salle, c'est que je me suis dit, il n'y a pas un personnage du film qui n'a pas une gueule inoubliable. Ils sont tous hyper intéressants. Déjà, On a envie que Mendoza Filho pousse encore plus bah, la vie de tous ces personnages. C'est assez dingue. quand Armando arrive dans la résidence où il va habiter, il croise un couple d'Angolais réfugiés et Armando il dit mais comment ça va, comment ça se passe en Angola, et la femme dit ah, je vous raconterai ça une autre fois, et moi Oui. j'avais envie qu'elle me raconte. Ouais. Ouais, non, J'avais mais envie clairement. de savoir son point de vue, et je me suis dit bon il va y avoir une scène dans le film plus tard où on Mais va parce que je pense qu'elle lui racontera jamais. oui c'est ça, c'est D'ailleurs, il y a un truc. Le film se passe. C'est très riche, hein, il se passe énormément de choses. Mais le film se passe que sur quelques jours. Pour moi, il se passe même sur 2-3 jours grand max. la temporalité Armando, non, je pense qu'il y a quand même Tu penses? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. 2-3 jours, je pense. Il y a plusieurs détails. À un moment donné, je sais plus. Il y a un moment où il dit ah oui, ça s'est passé ce matin. Ouais. Oui, à un moment donné, quand le truc le truc d'identité là où il travaille, Armando, est transformé en commissariat. Oui. Et il dit à un moment donné ah oui, ça s'est passé ce matin, alors que c'est beaucoup plus loin dans le film. Oui, c'est Et à ce vrai. moment-là, je me suis dit ah ouais, en fait, le film se passe sur très peu de. Oui, très peu de non, jours. c'est resserré, et en plus, on a. Mais après, moi, il y a aussi le fait qu'il ait une relation avec la femme, du coup.
Ouais, mais une relation avec la ça, femme. tu vois dès le début que ça va Oui, très je vite, sais, cette histoire. mais... oui. Ça, franchement, j'ai pas... Là-dessus, j'ai pas de doute. Elle a bien préparé le terrain. Oui. Incroyable, cette scène aussi. Très Mais- marrant. Et donc oui, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on a de la vitalité partout, et c'est le personnage de Armando, c'est un personnage qui vit quand même. Bah, du coup, il a cette relation avec cette femme, Ouais, il sort, il va voir son fils, ouais, tout à fait. il a des vrais moments avec bah, notamment son beau-père, il vit des vrais moments, il va au Monsieur cinéma, Alexandre. il sort, il fait des trucs, et c'est ça qui me manquait, alors qui me manquait non, mais dans le film du coup qui était sorti, je crois en janvier 2025, qui était... Ou après, chacun voit ça comme il veut, mais c'est vrai que... Ça manquait de vie. Ouais, Parce que c'était le trop... Brésil, même dans la dictature, vit quand même. Il y a le Bah, et c'est pour carnaval. ça et pour ça que c'est important que le film parle du carnaval aussi, de montrer qu'en fait on est dans un pays qui a quand même l'habitude de souffrir, on va dire. Même si la police se félicite qu'il y a presque 100 morts Ouais, au carnaval. Mais c'est ça, c'est qu'en fait la mort est présente. La joie est présente dans la tristesse et inversement, c'est-à-dire que au carnaval qui est censé être un événement de joie, de célébration, bah, il y a quand même il y a énormément de morts, Ouais. et dans un même temps, quelqu'un qui est poursuivi, quelqu'un qui est menacé de mort, va aussi vivre de belles choses, tu vois, il va faire des rencontres. D'ailleurs, il y a une magnifique, pour moi, une magnifique scène qui résume tout ça. Il y a toute une scène donc où il apprend qu'il y a deux personnes qui le recherchent pour le tuer. Où il apprend qu'il va pas pouvoir avoir de passeport, il peut pas quitter le pays, donc il lui faut des faux passeports, donc ça va prendre quelques jours. Donc c'est une scène très grave, hein, très grave. Il sort de cet endroit, donc c'est une salle de cinéma. Enfin, c'est dans une pièce dans le cinéma. Il sort de cet endroit, et au moment où il sort de cet endroit, il y a le carnaval à l'extérieur. Ouais. Et là, il se met à danser. Ouais. Et j'ai adoré. Bah oui, c'est super. J'ai adoré ce moment. Bah en fait, c'est comme... c'est vrai qu'il capte quelque chose que, en fait, même dans les pires moments, bah c'est pas les pires moments chaque seconde, quoi. C'est-à-dire C'est que ça. tu vas quand même pouvoir choper quelque chose. Oui, effectivement, tu viens d'avoir une terrible nouvelle, mais bon, Mm. faut occuper ta journée, quoi. Ça va pas faire toute ta journée. C'est pas tu reçois une mauvaise nouvelle et ensuite il se passe plus rien. C'est ça. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la vie en général, et dans ce que filme Kleber Mendonça Filho, qui est un cinéaste extraordinaire que je connaissais pas du tout avant l'Agent Secret. J'avais vu passer Bacurau de loin à l'époque, et Aquarius, parce qu'ils avaient été sélectionnés à Cannes, et je savais pas du tout que c'était ce genre de film. J'ai vu Bacurau il y a 2 jours, et je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. En fait, Kleber Mendonça Filho, c'est un gars qui aime filmer des communautés, surtout, j'ai l'impression. Et du coup, Bacurau, quand ça commence, je me dis, ah bah ça va être 2 heures de... on va suivre cette communauté, la vie et tout. Et moi, j'étais dedans, hein, j'étais content. Et en fait, après, ça part dans un espèce de Tomber des nazis. de slasher hardcore, vraiment très très violent, C'est dingue. très très Carpenter, Tarantino. Ouais, il y a beaucoup de. Ouais, tu vois que Mendonça Filho, c'est quelqu'un qui s'est nourri. Alors, il faut savoir que à la base, c'est un critique de cinéma. Ouais, et Il était programmateur journaliste. d'ailleurs. Comment? Il avait aussi une salle de cinéma. C'est un programmateur au cinéma. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ok. Donc voilà, il était critique de cinéma, puis il est devenu cinéaste. Et évidemment, il se nourrit de références en bien. Oui. Parce qu'il y a aussi, on n'a pas expliqué, mais on n'a pas encore parlé, mais il y a un film qui, comment dire, qui est là, qui est présent dans tout ce petit monde. C'est Les Dents de la Mer. Oui. Les Dents de la Mer est présent parce que c'est le moment de la sortie des Dents de la Mer. Ouais. Ou peut-être de la ressortie plutôt. Non, c'est la À un moment donné, sortie. ils en parlent comme quoi ils ressortent. Non, c'est 77. Parce qu'il y a cette histoire de... Ah ouais? 77, Ok. c'est la sortie. Et du coup, il y a ce film qui est un peu présent sur tout le long.
du film Ouais, comme le ça. côté. Mais tout le pouvoir du cinéma en général, parce qu'il y a aussi le moment où il y a Shining qui est projeté Oui, tout à fait. et où il y a une femme qui sort possédée de la Oui. salle, quoi. Oui, dingue. Qui est un truc. Mais qui parle aussi de ce pouvoir qu'avait le cinéma à une époque de transcender les gens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis il parle beaucoup de la salle de cinéma, ce qu'il faisait déjà, Oui, c'est ce ça. qu'il avait commencé dans Portrait Fantôme. Bah, en fait, je suis très content d'avoir Ouais, vu Portrait Ça, t'as Fantôme bien fait. parce que ça donne énormément Ouais. de lore à l'agent secret, notamment Monsieur Alexandre. Bah, Monsieur Alexandre, évidemment. Bah, il a Monsieur Alexandre qui est donc un vrai, une vraie personne qui était projectionniste dans un cinéma de récif qui n'existe plus aujourd'hui et qui est décédé dans les années 2000. Et je que crois. Filio a réussi à reconstituer dans une... Et du coup, là, il a pris un acteur qui ressemble à Monsieur Alexandre, qui est aussi projectionniste, Dingue. et qui s'appelle Monsieur Alexandre, Monsieur d'ailleurs aussi Alexandre. dans le film, pour jouer du coup son beau-père, donc le père de sa femme, et qui est un personnage exceptionnel, qui est Ouais. un personnage très beau, très doux, très bien écrit, extrêmement touchant. Bah, la scène du tu vas me prendre mon petit-fils, c'est exceptionnel. Incroyable. Le moment où Exceptionnel. Armando arrive, il va voir du coup son beau-père qui garde son fils. Et il lui dit on va partir. Et du coup son beau-père lui dit tu vas me prendre mon petit-fils. Armando lui répond oui je récupère mon fils. Et il lui dit t'as raison. C'est Formidable. super. C'est formidable. Et tu sens que... Et en fait ouais, c'est ça, c'est qu'il y a de l'amour partout dans le film, entre les personnages, mais aussi du réalisateur sur ses acteurs, sur ses actrices, sur ses personnages. Tu sens que tous ont un background fou. Je parlais tout à l'heure des gueules inoubliables, même physiquement en fait. Oui. Moi déjà, rien que la première apparition du commissaire, où il est, où du coup il va dans l'université où il y a le requin où ils ont trouvé la jambe. Mais déjà cette image elle est folle aussi. Déjà oui, ça c'est incroyable. L'espèce d'énorme requin Dans une sur une salle de d'université, classe, ouais. c'est sur une table ouverte avec une jambe dedans. Mais c'est très film de genre en fait. C'est formidable. Et le commissaire qui arrive, il était dans le carnaval. Donc tu vois qu'il a du rouge à lèvres, il a des trucs des partout, confettis des partout confettis sur le partout. corps. C'est Ouais. exceptionnel. Ouais, non, Quelle bonne idée, mais que des bonnes idées. De toute façon, ce commissaire très loufoque, mais évidemment un énorme fils de chien, Oui. corrompu jusqu'aux os, avec ses deux fils. Là, pareil, il y a un truc, il a deux fils, il a un fils blanc, un fils Oui, noir. mais en fait, et tout le film, on ne sait jamais sur quel pied danser. C'est ça. Tous les personnages ont un passif trouble. Mais c'est comme la vieille dame aussi. Mais oui, la vieille dame qui dit... j'étais en Italie, j'ai vécu en Italie pendant les années 30. J'étais communiste, après j'étais anarchiste, ou l'inverse, je sais plus. Ça, c'est une super réplique. C'est ce qui est exceptionnel. C'était communiste et anarchiste Et tu ou vois l'inverse. Et tu vois qu'elle aide des personnes et tout, mais elle a quand même quelqu'un qui a ses ordres. Et puis elle a dit aussi, j'ai fait 3 choses dans mon passé sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ça c'est fou. Et que je devais faire. Ça c'est dingue. Donc tu comprends, oui, et en même temps, oui, c'est bizarre comment elle traite le petit. Ouais, c'est ça, le petit. Aller à l'école, non. Non, il doit faire des trucs, il doit faire à manger. Et c'est lui qui doit tout faire, il doit faire à manger. Tu vois que toutes les personnes qui sont dans cette résidence, donc qui sont tous des réfugiés politiques, hein, et qui, dès qu'ils ont un truc à demander, ils le demandent aussi à ce gamin-là. C'est quand même. Ouais, c'est toujours. Tout n'est pas. Ouais, c'est trouble. Et il y a une dualité dans ça, et tout n'est pas beau, tout n'est pas sombre. C'est clair, et c'est même. On va en parler de ce fameux chat à 2 têtes, quoi. Ah, mais oui. C'est-à-dire que là aussi, il y a aussi le film. Tout est là, tout est dans le chat à 2 têtes, quoi. C'est-à-dire que même le chat est double. J'ai plus le double nom. Ouais, Louis, c'est je sais pas quoi, mais. Ouais, c'est vraiment un chat avec 2 têtes. Faut le voir. Il faut le voir. Il faut le voir, c'est assez fou. Et je sais sais pas si c'est un vrai chat ou si c'est des CGI. Je sais pas. Ce serait fou que ce soit un vrai. Je sais pas si c'est possible d'avoir un animal à 2 têtes comme ça. Je me suis pas renseigné. Je préfère garder le mystère. Ouais, on garde le mystère. Mais oui, tout est là dans la dualité de. Bien sûr. C'est ça, c'est que même le chat, on sait pas vraiment qui c'est. C'est Louis ou c'est machin. Tout le monde a plusieurs prénoms. Il y a aussi une légèreté, je trouve, qu'il y a rarement dans les films, on va dire,
j'allais dire d'espionnage, mais oui, parce que c'est un peu ce côté-là. Mais il y a une légèreté dans le côté, on prend des faux prénoms, des vrais prénoms. C'est-à-dire que, du coup, Armando, qui se fait appeler Marcelo, il lâche très vite Marcelo, il dit oui, Très vite, bon, oui. mon vrai prénom, c'est Armando, voilà. En fait, il a conscience, et tout le monde dit, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Il y a un côté très léger qui... Toujours cette envie de pas trop marquer la gravité des choses dans la vie de tous les jours, de montrer que oui, ça, c'est un truc de film d'espionnage, justement, il faut garder son identité secrète et à tout moment, tu peux te faire retrouver. Non, la vérité, c'est que tu te fonds un petit peu dans la masse à cette époque et que, bon, effectivement, si on te met 2 tueurs à gages sur les côtes, que tu t'appelles Armando ou Marcelo, de toute façon, ils ont ta photo au point. S'il n'y a pas de nom là-dessus, quoi. C'est juste la photo. C'est ça. Et moi, j'aimerais revenir aussi, ça me fait penser un petit peu sur ce que fait Philo avec sa caméra. Formellement, comme on aime à le dire. Déjà, beaucoup d'influences de films de genre. Ouais. Ce qui est assez étonnant pour un film qui traite ce sujet-là. On est vraiment... Il y a déjà la double bonnette, qui est souvent utilisée, qui est donc une technique assez vintage, qui consiste en gros, à ce que dans un même plan, il y ait les deux côtés du plan qui soient nets. Et du coup, ce qui fait qu'on a, on va dire, l'avant du plan, le premier plan qui est net, on va avoir un gros truc de flou au milieu. Et d'un coup, ça va sur l'arrière-plan. Et l'arrière-plan est aussi net que le premier plan, ce qui donne un effet de superposition assez étrange, et notamment qui est utilisé à un moment où le tueur à gages retrouve Armando et qui lui demande et qui l'appelle en fait pour voir s'il se tourne. Et du coup, on a ce plan où tu as Armando qui est de dos et qui veut pas se tourner. C'est dingue. Et le plan du tueur à gages qui est aussi net, et les gens qui sont à côté qui sont dans le flou. Et ça donne une tension folle. C'est quoi? C'est des tueurs à gages qui recrutent un tueur à gages. Oui. Ça, c'est fou aussi. Mais c'est aussi le côté... parce que c'est le côté de la classe qui fait qu'en fait, les 2 tueurs à gages qui sont les anciens militaires... mais d'ailleurs, lui, quel physique. La gueule. La gueule de malade mental. Son nom, en plus, c'est Leone. Oui, Léon. Et donc, il y a 2 tueurs à gages, c'est un espèce de vieux militaire qui s'est fait virer de l'armée de la dictature brésilienne, donc c'est vraiment que c'est un malade. C'est un ancien de l'armée qui s'est fait virer, donc vraiment, un malade mental. Avec son beau-fils. Avec son beau-fils, qui apparemment, dont la mère a été tuée par l'ancien militaire. D'accord, qu'ils disent à un moment donné. Ah mais oui, c'est vrai. Ce qui est fou. Et on revient jamais là-dessus, mais c'est juste à un moment donné. C'est juste te dire, apparemment, lui, il a tué sa mère et du coup ils se sont mis ensemble. Ah d'accord. Ouais. Très bien. Et donc en fait ils savent qu'ils peuvent pas, ils vont se faire cramer en fait, s'ils vont donc là où travaille Armando maintenant, une espèce de un truc d'identité, c'est là où il délivre les cartes d'identité. Une espèce de mairie annexe. Ouais, c'est ça, qui est d'ailleurs collé au commissariat. C'est très bizarre aussi cet endroit. En fait, il est très très particulier cet endroit quand même, où t'as le truc là, et t'as juste à descendre un escalier et t'arrives au commissariat. Ouais, c'est ça. C'est très très étrange. Mais c'est le côté aussi de l'époque, le début de l'industrialisation du Brésil. Ouais. Où tu sens qu'on est encore entre deux mondes et que beaucoup, notamment c'est ce bâtiment-là, il y a des moments où ils marchent dedans et où tu vois que tout est assez délabré. Oui. C'est assez rudimentaire, quoi. Et du coup, en fait, on fait un peu les institutions, on les place un peu au hasard. C'est ça. On met tout un peu les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'on cache des réfugiés politiques vraiment à 50 mètres de policiers qui travaillent pour le gouvernement, quoi. C'est ça. Donc il y a un côté un petit peu on se démerde comme on peut, qui est assez intéressant. Et aussi sur l'image du film qui est de la pellicule, je pense que c'est du 16 ou du 35 mm, je sais pas, mais où c'est très très joli, mais en même temps il y a quelque chose de... Comme c'est beaucoup sur on est à Recife, Brésil. Donc c'est vraiment de la lumière très blanche du soleil. Des fois, on a une espèce d'image un petit peu délavée presque. Oui, je vois. Fait comme... Et j'aime beaucoup cette sensation que ça renvoie. Ce côté un petit peu désillusion ou... voilà, ça m'a beaucoup plu. Et je trouve
j'ai vraiment été impressionné par la mise en scène du film. Ouais, la mise en scène, moi, m'a fait penser un peu à du Paul Thomas Anderson. Ouais, il y a de l'image, ça. la forme. D'ailleurs, beaucoup à une bataille après l'autre. Mais même, il y a une esthétique de ce Brésil-là, qui est représentée par les cabines de téléphone. Oui. Qui sont omniprésentes. Et évidemment, voilà, on sait qu'à cette époque-là, évidemment, c'était la moyen de téléphoner. Et elles ont une esthétique particulière, ces cabines. Et ouais, je trouve ça Ouais, elles sont très très belles. très très belles, très très beau. Et je voulais juste te parler il y a une apparition assez touchante aussi de l'acteur Udo Kier. Bien sûr, qui est présent dans Baccarat aussi. Et donc un acteur fétiche de Lars von Trier. Oui. Qui est dans beaucoup de entre films autres, qui a joué dans énormément de films. Et qui est décédé il y a 1 mois. Ouais. Donc c'est un de ses derniers films, qu'apparemment il avait tourné d'autres films, mais voilà. Donc c'est un de ses derniers films. Filio plus avait dit qu'il aurait bien voulu l'avoir dans son prochain film. Ouais. D'ailleurs, petit aparté, il veut de nouveau faire jouer Wagner Moura. Avec plaisir. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de Wagner Moura encore, mais on va en parler. Exceptionnel. Donc voilà, Udo Kier, qui est décédé il y a 1 mois, et une petite apparition. Une très belle scène. Assez dingue, ça d'ailleurs. Mais ça aussi, encore une fois. Il n'a pas encore compris que j'étais juif. Mais oui, c'est fou. Mais ça aussi, c'est le côté double de tous les personnages. Le commissaire. C'est que le commissaire qui pense que du coup, Udo Kier était un nazi. Soldat nazi. Alors qu'en fait, c'est un juif qui a fui c'est fou. Le nazisme, quoi. Mais c'est très beau parce qu'il y a une scène elle dure. Il y a un plan sur Udo Kier qui dit il n'a pas encore compris que j'étais juif. Et l'autre lui dit quelque chose. Je sais plus ce qu'il lui répond, son ami. Et lui, il a un plan en disant oui, je suis juif, machin. Et le plan est extrêmement beau. Oui. Extrêmement émouvant. Bah, c'est ça. Et ça passe vraiment par le jeu de Udo Kier qui est un acteur incroyable, qui était, et aussi par la mise en scène qui, à un moment donné, voilà, on parlait tout à l'heure de cette légèreté, mais qui sait mettre de la gravité là où il faut. Et là, ça dure vraiment 2 secondes. C'est vraiment, en un plan, il redonne toute la dignité à Udo Kier. Au personnage en tout cas, de montrer parce qu'il arrive et il est un peu... Le commissaire le prend un peu pour un bouffon. Il lui dit montre-moi tes cicatrices, machin. Ouais, tu t'es fait tirer dessus. Allez, vas-y, montre-moi tes cicatrices, machin. Ouais. Donc il est un peu ridiculisé. Et d'un coup, en un plan, Filio va pas l'iconiser, pas à ce point-là, mais en tout cas va lui redonner une espèce de dignité en lui faisant un magnifique gros plan sur. Donc non, c'est qui réapparaît à un moment dans le film. Oui, dans le carnaval, ouais. Il est dans le bois derrière, dans le champ, en train de danser, assez dingue aussi. Bah oui, mais et ça renforce ce côté communauté qui existe et personnages qui vivent, parce qu'en fait, on suit le personnage de Wagner Moura, en tout cas dans la temporalité principale du film, puisqu'il y a une deuxième temporalité, il faudra qu'on en parle aussi. Et en fait, c'est Wagner Moura qui va croiser au fur et à mesure de ses pérégrinations. Il y a même 3 temporalités. 3 temporalités. C'est un flashback à un moment donné. Il y a totalement un flashback. Mais qui va croiser des personnages. Et en fait, à chaque fois qu'il les croise, il y a du nouveau. Ouais. Et en fait, on sent que eux aussi ont leur propre histoire qui mériterait leur film aussi. Ah, mais je pense que c'est incroyable. C'est un film où chaque personnage pourrait avoir un film. Ouais, c'est ça. Et que j'ai envie de voir d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que ça peut être possible dans beaucoup de films, mais là, des films qu'on a envie de voir. J'ai envie de voir pourquoi cette femme avec son enfant, avec sa fille, du coup, là, qui a une relation avec Armando, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe. Évidemment que la vieille dame, j'ai envie d'avoir un biopic de toute sa vie dans l'Italie anarchiste et des années 50, etc. Le couple angolais. Le couple angolais, j'ai envie de voir. En Suède. Oui, parce que l'Angola était une colonie du Portugal aussi à l'époque. À cette époque-là, dans les années. Au début du XXe siècle. D'ailleurs, incroyable scène. La scène où ils sont tous réunis dans la pièce là. Incroyable. C'est une des meilleures scènes du film. C'est justement là cette scène où ils disent où ils révèlent un peu leur vrai prénom. Oui. Où le couple angolais dit on a trouvé, on va pas vous dire où on part, et qu'à un moment donné la vieille dame a dit mais quand vous allez être en Suède, vous allez voir. C'est très drôle. Il y a une espèce de légèreté et de bonheur d'être ensemble, et je trouve que on vient du coup au parti pris de Kleber Mendonça Filho assez osé, qui du coup nous montre
toute cette période-là de Wagner Moura de choisir de ne pas montrer la mort du personnage du coup de Armando. Et ça c'est exceptionnel. On le verra juste sur une dépêche d'un journal. C'est ça, c'est qu'on va voir un article de journal avec du coup Armando au sol avec marqué décès d'un ancien universitaire. On ne verra pas la mort, on ne verra même pas l'avant. Enfin, on verra même pas comment il s'est tué. Par qui il est. Bon, on sait très bien par qui il va finir par être tué, mais on ne sait pas trop comment. C'est pas. Ben là où c'est intelligent et là où ça, je trouve, où ça montre un petit peu ce que Philo voulait faire avec son film et de montrer les assassinats institutionnels, en tout cas les mises à mort, c'est qu'en fait, si on montre que c'est le tueur à gages, si c'est Léon qu'on a suivi ou pas son beau-fils du coup, parce qu'il non, parce que... mais en tout cas, si on voit le tueur qui a tué Armando, la responsabilité sera pas sur le Brésil, alors que lui veut montrer que le principal est le Brésil, plus exactement les industriels et les ultra riches qui ont pris le contrôle du Brésil à ce moment-là. D'ailleurs, on avait l'explication du fait de pourquoi Armando est réfugié politique, c'est qu'en fait, il avait fait breveter, lui était un espèce d'ingénieur universitaire qui avait fait breveter quelque chose pour des véhicules électriques. Et il va vouloir... il y a un milliardaire qui va vouloir lui racheter son brevet, ou en tout cas... pour l'enterrer en fait, parce que à ce moment-là le pétrole au Brésil c'est l'or noir quoi, tout à fait. Le mal principal de notre monde actuel finalement, et donc le personnage de Armando avait trouvé une solution à ça, et donc il va se faire tuer pour garder une espèce de pour empêcher l'autonomie économique possible du Brésil et de garder cette espèce de lien horrible avec les États-Unis et les autres puissances impérialiste du... Ouais, non, mais c'est ça. Et tu vois, là aussi, la puissance bourgeoise vers le personnage, du coup, qui... parce que le mal vient de lui, hein, de toute façon, tout vient de lui, alors qu'il apparaît, mais très peu dans le film. Et qu'il a un physique très intéressant, tu vois. Ouais. On parlait des gueules des assassins, enfin des tueurs à gages, qui ont des gueules très marquées, qui sont des mecs méchants. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir pris un espèce de random quinquagénaire blanc, vieux, qui pourrait être un mec qui va à la boulangerie tous les matins et à qui tu dis bonjour, quoi. C'est ça. Et ce mec, on apprend... on le voit, pareil, on le voit pas, mais on l'apprend qu'il a fait tuer la femme d'Armando. Parce que on le voit pas, hein, c'est jamais dit explicitement, on va dire. Mais ce qui est très intéressant. Mais c'est juste que tout ce qu'on sait, c'est que cette femme, elle était en très bonne santé, comme dit Armando. Ouais. Et qu'elle est tombée malade d'un coup, et voilà. Et il y a cette passe d'armes dans le restaurant là, donc il y a un flashback sur la passe d'armes dans un restaurant où Armando et sa femme mangent avec ce bourgeois et son fils, qui est complètement con. Et il y a des échanges d'insultes, et tu vois que c'est à partir de là que c'est parti en vrille. C'est ça, et c'est aussi le film est tellement riche, il y a tellement de choses à dire. C'est parce qu'il y a tout ce côté-là aussi, tu disais qu'il était avec son fils, il y a tout le côté paternité, lien de filiation, héritage. Tous les personnages, tu vois, là, du coup, il y a cette espèce de riche industriel horrible, son fils encore plus horrible, qui montre que le cycle va continuer, puisque ces gens-là héritent et puis ensuite prennent le relais de ces horribles méchants. Le tueur à gages qui est avec son beau-fils, qui est son fils pas vraiment, le commissaire qui a ses deux fils, mais qui sont... Il y en a un, c'est son fils, on va dire... Mais il le dit, il y en a un, c'est son fils... C'est quoi le terme ? Oui, moi aussi, je cherche le terme. Il y en a un, c'est adoptif. Oui, voilà. Et il y en a un, c'est... génétique. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour montrer qu'en fait, c'est même plus seulement les enfants matériels, on va dire, c'est que c'est les enfants aussi spirituels, c'est-à-dire que le mal naît aussi... les pères ne sont même plus ne donnent même plus spécialement la vie, c'est-à-dire que l'héritage se répète, l'histoire se répète en boucle constamment et est vouée à se répéter. Et c'est pour ça que il y a cette troisième temporalité qui est donc on a la temporalité 77, Armando qui fuit
ces assassins. On a la temporalité, du coup, cette scène de flashback qui se passe 10 ou dizaine d'années avant. Non, c'est plus récent que ça, je Oui, crois que c'est... Ah, ouais, je sais plus. Ouais, en tout Ouais, cas, je crois que c'est quelques début des années années avant. 70, oui. Quelques années avant. Et donc, une temporalité qui se passerait dans notre présent, on va dire. Ouais. Donc, 30-40 ans plus tard. Où on va voir, du coup, deux jeunes femmes qui travaillent sur cette époque-là, qui écoutent des archives. En fait, qui écoutent les scènes qu'on voit, puisque y a cette femme qui s'appelle Elsa qui s'occupait de tous ces réfugiés politiques, qui enregistrait les conversations. Et moi, au début, quand on voit les gens écouter, je croyais qu'ils étaient piégés. Ah. Parce que ils parlent du coup dans une espèce d'arrière-salle du cinéma, ils se retrouvent pour parler de justement, il faut faire des faux passeports, etc. Oui. Et d'un coup, on a un plan sur une femme qui écoute. Ouais, c'est vrai. Et moi, je me dis, oh non, ils sont sur écoute, ils sont en train de se faire cramer et tout. Et en fait, on voit qu'elles sont sur des ordinateurs et qu'elles écoutent avec des casques. On Comme de comprend faire que c'est juste donc, une restauration d'archives. c'est ça plus tard. Et il y a ce côté, et donc cette femme-là va aller retrouver le fils d'Armando, qui est maintenant médecin, dans une espèce de banque de sang Ouais. qui recueille les dons de sang, tout ça. Et il y a un côté... un moment dans le film, il y a un personnage qui, je sais plus lequel, qui dit le Brésil va payer pour tout ça. Et il y a quelqu'un qui lui répond non, le Brésil ne paiera pas. C'est vrai. Et pour moi, le moment où cette femme va voir le fils d'Armando et que lui, il lui dit moi j'ai pas envie de parler de ça, c'est trop dur, bah c'est pour moi la raison pour laquelle le Brésil ne paiera jamais. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'agissements ont été commis, ne seront jamais payés. C'est qu'ils sont oubliés. C'est qu'en fait, les fils n'en parlent pas. Donc les histoires s'oublient. Et que si on n'avait pas ce travail de restauration, en fait, on oublie. Et c'est un des plus grands drames de l'histoire moderne, enfin de l'histoire tout court, c'est que de pas repérer les patterns parce qu'on ne se souvient pas, ou en tout cas on essaye de nous faire oublier ce qui s'est passé quelques années avant. En fait, Mendonça Filho, dans un entretien, il disait que de toute façon, la dictature brésilienne, cette dictature militaire à l'époque, a fait beaucoup pour effacer les opposants, les personnes qu'ils ont tuées, et surtout pour gommer l'histoire des origines des gens. Et tout est dans cette dernière séquence où, du coup, le fils d'Armando que l'on voit quand il est petit, oui, qui fait des dessins à son père et tout, machin. Et il se souvient plus de son père, en fait. Ouais. Il se souvient plus de rien. Et ça, c'est horrible. C'est une séquence horrible. Le dernier dessin qu'il donne à son père, enfin en tout cas que le beau-père fait passer à Armando, il écrit, donc le fils de Armando écrit à Armando, il lui dit j'ai hâte, même si j'aime papy et mamie, j'ai envie qu'on vive ensemble. Et en plus, j'arrive enfin à commencer à oublier maman. Oui. C'est vrai. Donc il y a tout ce côté aussi de quand on enlève aussitôt le souvenir aux enfants, en fait ils peuvent pas répéter, enfin ils peuvent pas aider à la mémoire, ou en tout cas se souvenir et faire en sorte que ça ne se reproduise pas surtout. Oui, il y a une phrase que dit l'enfant, c'est apparemment on m'a dit que ce jour-là j'avais préparé mon sac, j'attendais dehors que mon père arrive pour me chercher. Évidemment, il est jamais venu parce que c'est le jour de la mort du père de Armando. Ouais. Et il dit, on m'a dit ça, mais je me souviens plus du tout de ça. Ouais, c'est ça. Et c'est une espèce de cette perte historique qui est au Brésil peut-être encore plus, en tout cas, mais qui est partout dans le monde. Oui, tout à fait. Qui permet à l'histoire de se répéter, puisqu'en fait, on le voit à chaque fois, ils reviennent avec de nouveaux noms, de nouveaux uniformes, mais c'est toujours les mêmes en fait. C'est ça. Que ce soit le fascisme, que ce soit tout à fait. le colonialisme, etc. Ils se rebrandent un peu tous les 20-30 ans. Toujours à renouveler leur forme. Oui, c'est ça. Mais ils viennent toujours de la même façon, et comme les gens oublient la façon dont ils sont venus la dernière fois, ils reviennent de la même façon. Et l'histoire se répète en boucle, et les fils refont ce que font les pères, et le mal se reproduit comme ça. Et je trouve que dans un film aussi... j'allais dire court, le film fait quand même 2h40, mais
il brasse tellement de sujets. Ouais, tellement de sujets. Et je pense qu'il y a un truc aussi le Brésil d'aujourd'hui, même s'il va mieux depuis quelques années, il y a eu quand même une séquence très, très compliquée au Brésil ces dernières années. Et t'as raison, c'est sur ce renouvellement où il y a eu ça dans les années 70, même l'année avant, et que là c'est revenu en. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est assez dingue. Tous les 40-50 ans. Et je me suis un peu renseigné parce que le film m'a donné envie de creuser un petit peu l'histoire de l'Amérique latine et l'Amérique du Sud en général, puisque c'est quand même. Ça a été un laboratoire des États-Unis assez affolant. Il y avait le Chili, où donc Pinochet, tout ça. Et le Nicaragua aussi également qui a eu la même histoire. Donc le Brésil forcément. Et en fait de se rendre compte à quel point les États-Unis entre les années 50 et 80 ont fait des folies, mais vraiment. Et en plus, tout est documenté, c'est-à-dire que c'est même pas des théories du complot ou C'est des ça trucs qui comme est ça, dingue. c'est que vraiment vous renseignez-vous sur. J'en parlerai dans le top, film la semaine prochaine, mais. Ok. Bon, bref, on en parlera la semaine prochaine, Oui. mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ces années-là. Alors là, dans l'Agent secret, il pointe jamais vraiment du doigt les États-Unis. Je pense qu'il faut avoir un peu le lore pour savoir que tout est un petit peu orchestré par. Ouais, mais il le met comme en fond, encore une fois. Enfin, rien qu'à travers le fait que ce soit les Dents de la Mer. Oui, bien sûr. Tu vois, même pas à travers le cinéma, il arrive à mettre ce. Oui, c'est ça. American Power. Oui, c'est ça. Et puis tu même vois. le fait de Shining, la femme qui sort complètement possédée, c'est-à-dire le pouvoir de cette espèce d'américanisation de la société, qui est aussi intéressant d'avoir choisi les Dents de la Mer, puisque c'est le début de la fin de la grande époque du cinéma du Nouvel Hollywood, qui est un peu le début de l'extrême du cinéma box-office, avec des films à gros budget, la capitalisation extrême du merchandising, les Dents de la Mer, Spielberg, Star Wars derrière, Star Wars aussi 77 d'ailleurs. Mais c'est Star Wars et les Dents de la Mer qui sortent quasiment en même temps et qui marquent le début de la nouvelle ère du cinéma. C'est très intéressant qu'ils choisissent les Dents de la Mer et pas Star Wars par contre du coup. Ouais. Je pense qu'il y avait un côté plus... Je pense qu'il parle aussi beaucoup de traumatisme. Ouais, c'est vrai. Et je pense que Les Dents de la Mer, c'est un film qui a créé des traumatismes. Une scène qui est très belle aussi, où le fils veut absolument voir Les Dents de la Mer et son grand-père lui dit « Mais tu vas faire des cauchemars ?» Et il dit « Mais j'en fais déjà des cauchemars. » Et ça, c'est intéressant aussi de montrer comment... en fait, même le traumatisme... À la fin, d'ailleurs, il le dit, quand on le revoit, du coup, adulte. Ouais. Il leur dit, finalement, j'ai vu le film, et après avoir vu le film, j'ai arrêté de faire des cauchemars. Et c'est aussi ce côté où, une fois que c'est visibilisé, une fois que c'est conscientisé, justement, des fois, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait de quelque chose va nous créer des peurs et des angoisses qui, une fois qu'on l'a vu, va disparaître. Et donc, du coup, c'est aussi un côté de cette peur de se confronter à la réalité parfois, qui fait qu'on n'ose pas aller voir des choses et qui là en fait nous montre que si en fait il faut y aller. Abattez la citadelle. Mais le film est tellement riche que encore j'ai plein de trucs qui me reviennent parce que c'est assez rare. Mais même jusqu'à le tout dernier plan quand même, où il explique que le lieu où il travaille actuellement... Vous aimez les coïncidences? Incroyable. Où il travaille dans comme tu disais, un truc de sang, une espèce d'hôpital ou je sais pas quoi. Et il dit que, en plus, donc avant, c'était un cinéma. Ouais. Et que c'est dans ce cinéma qu'il a vu Les Dents de la Mer. Ouais. Et ça, c'est un travail qui fait vraiment suite à son documentaire précédent, donc Portrait fantôme. Chef-d'œuvre. Incroyable. Hein. Regardez Portrait fantôme si vous voulez voir comment un cinéaste a réussi à se faire sa culture cinéma, comment il parle de sa ville, comment une ville qui pouvait être une grande ville du cinéma est devenue une ville moins cinéma. Enfin, il y a quelque chose incroyable franchement, Portrait fantôme. Et comment ça change le paysage aussi et la physique des villes, quoi. Oui, tout à fait. C'est ce moment où il dit des fois tu passais à Recife, tu passais devant le cinéma et en fait t'avais les titres des films en grand et c'était comme si ça nous mettait des messages, comme si ça nous parlait directement à nous. Et maintenant c'est devenu un centre commercial par exemple. Le cinéma où il filme
où il filme l'agent secret. Pour moi, c'est le cinéma qui filme dans Portrait Fantôme, qui est devenu ce grand cinéma. Parce que c'est celui qui fait face au pont, là, à Recife. Et il a dit d'ailleurs dans son post Instagram, puisque l'agent secret passe au Max Linder Panorama à Paris, et il a dit que le Max Linder lui rappelait ce cinéma qui n'existe plus du coup. Mais Mendoza Filho, très bon compte Instagram aussi. Oui. Très très bon. Il est basé, Insta. quelqu'un de basé et quelqu'un de cinéphile. Ça donc, se voit. On aime. Et du coup, ce dernier plan, donc du coup, dans Portrait Fantôme, il y a tout ce truc de salle de cinéma qui disparaît et qui est remplacée par d'autres choses qui se transforment. Et ce dernier plan, c'est vraiment une suite de Portrait Fantôme où ça avait l'air d'être un très beau cinéma. Alors, on voit le dernier plan, c'est un plan large, magnifique d'ailleurs, sur Armando devant cette espèce d'hôpital. Et on voit que c'est un beau bâtiment. Oui, mais qu'ils ont amoché. Oui. Qui fait presque faux. Très lumineux, c'est devenu un truc trop lumineux. Ouais, très plastique. Très plastique, très... Ouais. Et ouais, c'est la transformation et l'industrialisation du pays aussi, qui a transformé des espèces d'œuvres d'art, enfin de l'architecture des salles de cinéma qui étaient, en tout cas, sans parler de goût, qui étaient plus beaux ou plus moches, c'est pas ça, mais en tout cas qui étaient uniques, qui étaient... là, tout s'uniformise un petit peu, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que la ville, tout devient des bâtiments un petit peu tous les mêmes, carrés, nets. Et ce qui change beaucoup. Et effectivement, c'est un truc qu'il a beaucoup travaillé dans Portrait Fantôme. Et pour moi, les deux films sont assez... limite se répondent, quoi. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Putain, je repense à la fin de Portrait Fantôme avec dans la voiture, le chauffeur. Sur cette magnifique musique de Herb Alpert. Évidemment. Oh là là. Ah là là. Ouais. Non, qui veut dire beaucoup en plus. Herb Alpert, donc l'Amérique, les États-Unis, machin. Enfin, Et puis l'invisibilisation des gens. Ouais, non, mais de toute façon. Comment les gens disparaissent petit à petit. Regardez, intéressez-vous à tout le travail de Mendoza Filho. Ouais. Que moi j'ai un peu découvert en début d'année, en réalité. Quand j'ai appris que l'agent secret était à Cannes, je me suis fait tous les films de Filho. Okay. Et tout de suite, c'est devenu un de mes cinéastes favoris du XXIe siècle. Clairement. Il faut. Moi, en fait, je voulais voir hier soir soit Aquarius, soit dans les bruits de Récif. Ouais. Mais j'étais fatigué. Je me suis dit, je vais pas me forcer. Non, faut pas. Parce que j'ai tellement aimé les films que j'ai vus, du coup, Bacura ou Portrait Fantôme et l'agent secret, que j'ai vraiment envie de les découvrir dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être un grand monsieur. Ah oui. Et juste avant de terminer, quel bon choix de prendre Wagner Moura. Il est exceptionnel. Incroyable. Il a un aura, un charisme, il a... un charme. Il a un charme incroyable. Bien sûr. Et ça passe, c'est formidable. Mais le film est très sensuel d'ailleurs. Bon, on l'a dit un petit peu. C'est une représentation du Brésil. Oui, voilà, on a parlé de filmer la joie, machin. Ça se voit aussi c'est très sensuel, quoi. Tout le monde est très très beau. Il y a des gueules un petit peu bizarres, mais apparemment au Brésil, tout le monde parle et adore la scène du léchage de sein, du coup. À un moment donné, t'as Wagner Moura. Ah oui. Voilà. Voilà. Bien sûr. Mais il y a aussi la scène où il y a le tueur, donc Léon, qui est à la plage et qui se douche dans un corps exceptionnel, parce qu'il doit avoir quoi? Il a 55 ans, ce mec. Ça, c'est le Magnifique. Oui. C'est clairement une référence au Magnifique qui passe en plus dans le cinéma. À un moment donné, on voit une séquence. Et puis l'agent secret, ça prend son titre d'un film de Belmondo aussi. Oui. Bien sûr que là, il y a le Magnifique, là, clairement. Oui, mais tu vois, même la scène où ce personnage, qui est un personnage ultra négatif de base. Oui, mais c'est vrai que cette scène. Il est magnifique dans cette scène, sans jeu de mots. Tu vois, le mec, il a un corps de malade, il a 55-60 ans. Et tu vois, il se passe de l'eau, ça brille, il est au soleil, à la plage et tout. Donc, alors que c'est un ancien militaire, encore une fois, qui s'est fait virer une horrible personne qui a sans doute assassiné des milliers d'innocents. Mais c'est sensuel, quoi. Non, mais oui. Même dans le truc, le Brésil qui vit, il y a aussi cette scène où dans les archives en bas, quand Wagner Moura, on lui présente les archives, il y a un homme qui travaille dans ce truc d'identité, qui est en train de se taper une prostituée. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien dans cette scène... En plus, ça devient une scène très drôle.
Bah, moi, ce que j'aime On bien dit, dans oh cette non, scène- encore, quoi. Oui. Bah, c'est ça que j'aime bien dans cette scène, c'est le fait que les gens disent oui, bon, allez, pas très grave. C'est ça. C'est comme ça, voilà. Et c'est le personnage, du coup, qui se tape la prostituée, qui dit, oh, je pensais pas vous voir arriver aussitôt. Oui. C'est formidable. C'est Non, formidable. c'est super. Quel film. Oui, très très bon film. Je pense qu'on va en reparler la semaine prochaine. Ah, Enfin, ouais. Je sais pas, on verra. oui, bah oui. Vous verrez bien. Oui, non, enfin, ouais, il n'y a pas de suspense. Soyons honnêtes. Il n'y a pas de suspense, on Non, en non. reparlera dans l'épisode top. Ou peut-être pas. Bon, Plaisante, c'est pour le reparlerai. watch time. Ouais, moi je m'en fous, j'en parlerai. Par contre, Oh là là, un film dont on ne parlera pas dans le top. alors attention, un film, encore une fois, avec beaucoup de personnages. Oh oui. Ah, ça me fout la flemme Ouais, de parler je- de ça là ouais, c'est maintenant, vrai que juste c'est- après en parler. C'est vrai qu'on va pas en parler. Avatar de feu et de cendre. Nouveau film de James Cameron 3 ans après La Voix de l'eau, qui était Avatar 2, Que je n'ai pas vu. que j'ai vu. Ah. Franchement, bon, je pense que je m'arrête là. J'avoue que Avatar, en fait, Avatar 1 à l'époque, bon, j'étais jeune, la 3D, j'étais content, j'ai bien aimé le film. Il y avait un côté événement aussi Oui, c'est ça. loupable. Et puis, je l'ai revu avant le 2. C'est plutôt un bon film, Avatar. C'est plutôt un bon film. C'est plutôt un bon divertissement, un bon Oui. blockbuster. J'ai le souvenir d'un divertissement basique. Oui, oui. Voilà. Avec quand même des visuels inédits, Mhm. des scènes d'action réussies. Parce que Cameron, quand même, bon, on va pas vous faire l'outrage de vous présenter James Cameron. Mais bon, c'est Titanic, Terminator. Tous ces films-là qui ont quand même marqué leur époque. Moi, Cameron, j'aime beaucoup Terminator. J'ai jamais vu. J'aime vraiment beaucoup Terminator 1 et 2, Non, j'ai jamais vu. même le 3, j'avoue. Plaisir coupable, bon, c'est pas Cameron, mais bref. J'aime pas du tout son Alien. J'ai pas vu non plus. Et Titanic, je suis vraiment Titanic, j'aime bien. tiède. Je ne ressens rien devant ce Après, je l'ai pas vu depuis 10-15 ans, donc peut-être qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé en Ouais. moi, donc peut-être que c'est différent, mais comme ça, j'en ai pas un souvenir mauvais, film. Ouais. Bah, et par contre, j'adore Abyss. que je n'ai jamais vu. Super film, Abyss. Donc, Cameron, moi, je suis pas... Hater. Non, j'ai une relation complexe, parce qu'il y a des films que j'aime bien, des films que j'aime pas. Mais c'est un cinéaste qui m'intéresse un petit peu. Bon, toute l'espèce de discours autour de chaque film est une révolution technologique, je m'en fiche complètement. Vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse, je l'avoue, je suis Totalement. désolé. Que ce soit des révolutions technologiques, vraiment, c'est Attends, pas... tu l'as vu dans quelles conditions, Avatar 3? J'ai vu Avatar 3 au Pathé Palace, Ah, donc en... mais pas dans une salle premium. Ah. Mais en 3D J'ai même pas HFR payé Dolby tes 30 Atmos. balles. Ok. J'ai payé 17 €. Parce que moi, je l'ai vu dans une salle Dolby, avec en 3D, lunettes 3D, tout ça. Et t'étais siège en cuir allongé? Ouais. Ok. Combien? C'était ma première fois, d'ailleurs. Le prix? 25, je crois. C'était ma première fois que j'étais allongé dans un cinéma. Le concept ne T'es m'intéresse pas la dernière, je peux te... Si, le concept ne m'intéresse pas du tout, vraiment. Après, là, pendant 3 heures putain de 30 de ça, bon, j'ai pas regretté, on va dire, mais... Oui, oui. Non, moi, j'étais bien assis et je peux te dire que c'était long. Ce fut très long. Ah, c'était long. Ce fut très très long, cette histoire. Alors, attention. Ah. On peut pas... Il y a quand même une certaine virtuosité technique dans ce film. Bien sûr. Ouais, en le voyant en Dolby 3D, ah, c'est quand même... Il y a des Ah, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il y a des trucs très beaux quand même. Bien sûr. L'eau est très belle. Mais du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film en 3D. Ah bah moi, ça fait 15 ans, oui, je pense. Et Ça, c'est fou. Oui, c'est Là, dingue. comment ça a évolué. Parce qu'à l'époque, moi, je me souviens vraiment, C'était très sombre. les films qui duraient plus de 2 heures, déjà, tu sortais avec un mal de crâne Mais oui. horrible, C'était très sombre. très sombre. Là, le film dure 3h15. Déjà, toutes les couleurs sont exceptionnelles. Et vraiment, je suis sorti, j'avais pas du tout mal aux yeux, quoi. Oui, oui, non, non. Ça, là-dessus, voilà. S'il y a un Les vrai mecs qui point- découvrent la 3D. Oui, c'est fou, mais moi, je redécouvre la 3D parce que c'est quelque chose, une technologie que je ne regrettais absolument pas. Pareil. Ça n'a pas trop de sens. Enfin, faudrait que je vois un jour. Si, après, il y a des trucs que j'ai envie de voir en 3D. Hein. Encore une fois, on a parlé la Quand semaine moi, je dernière, viens le la film nuit. de Bigan, voilà. Ou Godard qui a fait de la 3D aussi. Ouais.
Il y a des trucs que j'ai envie de voir comme ça en 3D, mais c'est pas une technologie qui m'intéresse. Moi, je mets ça au même niveau que la 4DX, par exemple. Ouais, la 4DX, je crois que c'est bien pire. Hein. Ouais, je pense que c'est bien pire. En vrai, c'est incompréhensible, ça. Il y a des gens qui vont voir ça. Est-ce qu'il y a des salles encore qui existent en 4DX? Oui, bien sûr. Ah ouais? Bah là, Avatar, moi, quand je cherchais... Mais en 4DX, tu t'es pris le feu dans la gueule. Et du feu. Ah, c'est de la 3D, fait pas mal aux yeux, mais par contre, le feu dans la gueule... Brûlé. Ouais, ça fait mal. Non, mais... J'aimerais bien tester pour voir... J'aimerais tester, quoi. Je suis un testeur. J'ai la flemme. Non, mais moi aussi, j'ai pas envie Genre de le payer. siège qui bouge tout le temps et tout, là? Bah, c'est vrai que ça fout la flemme. On est quoi? genre... On est dans une attraction Disney? On est... Non, mais j'ai envie de voir. Je suis curieux, voilà. Pas moi. Je suis curieux sur beaucoup de choses, mais pas sur ça. Non, là, non, c'est bon. Bref. Mais ouais, bon, du coup, le film. Oui, pour parler du film. Pour parler du film, un peu. Bon, c'est la suite du 2, qui ont été tournés en même temps, Ouais, ça... 2 et 3, et qui sont en fait le même film. Bah, c'est ce que j'ai compris en voyant quelques critiques. Je sais pas, j'ai pas Ouais, vu le ouais, deux, mais... c'est vraiment le même j'ai- climax, c'est les mêmes décors. Après, le 1, c'était un peu ça aussi, niveau Oui, mais le- trame. Oui, non, mais c'est la même. Moi, ça me dérange. En fait, le truc, c'est que tous les films, tous les blockbusters ont Oui, la même c'est histoire. trame, c'est pareil que Marvel, c'est pareil que Star Wars. Voilà, oui, ça, on c'est est toujours la d'accord. même trame. Mais ils essayent quand même de mettre quelques artifices pour te faire croire que, notamment, changer les décors, changer les méchants. Là, vraiment, entre le 2 et le 3, ça se passe au même endroit, contre les mêmes personnes. Et moi, j'étais... Parce que du coup, encore une fois, vu que j'ai pas eu le Ils ont 2, rajouté des baleines. Oui. j'étais étonné que le méchant du 3, ça soit le même que le premier. Ah bah oui, Moi, oui. j'étais là, je fais... Ah bon? Bah, il est pas mort? Après, du coup, j'ai pas vu le 2. Il est mort dans le 2 et il revit. En fait, ils le ressuscitent dans le 2 en mode avatar. Ils mettent ses pensées dans un Ouais, avatar. bah, du coup, je me suis douté. Mais mais parce bon, qu'il ok. m'a- ce que je trouve un peu ridicule d'ailleurs sur ce gars, c'est qu'il se soit fait la coupe très militaire en avatar. C'est C'est très ridicule. c'est vrai, c'est nul. Mais ce Le personnage fait est qu'il- ridicule parce qu'à un moment donné, en plus, il s'allie à une autre méchante qui est assez intéressante d'ailleurs, on va dire, pas du tout Oui, exploitée, mais qui est intéressante. Et il prend le même dégaine qu'elle et tout. Enfin, Oui. c'est très pathétique. C'est waouh, c'est grossier. En fait, moi, ça m'a choqué. Ça faisait longtemps que bon, j'ai une take, enfin pas une take. J'ai une question. Ah. Est-ce que c'est pas ringard, Avatar? Ah bah si, mais Le complètement. film est ringard, Mais non? bien sûr, mais C'est je pense que James Cameron est ringard. Ah mais oui, totalement. De Non toute mais façon- là, le film, tu sens qu'il a 15 ans dans les pattes, quoi. La façon dont parlent les jeunes, entre guillemets. Je veux te dire, James, arrête. Mais oui, la façon dont parlent les jeunes, ça marche pas. Le Mowgli. oui. C'est Rasta blanc, ça marche pas. Rasta blanc. Les méchants, le côté oh là là, je suis un méchant avatar, je fais la coupe militaire. Alors, enfin, c'est dépassé, non? On en est encore là. Moi, je demande d'arrêter. Bon, on en est encore là sur beaucoup de choses, sur la figure de l'homme, la figure du père de famille, la figure... Oh là là. Non, mais il est là à nous faire une espèce de truc à la John Ford, à la fin, de genre la famille recomposée, de regarder, on prend. Mais c'en est grossier, c'est-à-dire qu'ils ont un enfant humain, un enfant qui est un clone d'une humaine et de Aiwa. Ils ont un Ah, enfant. putain, c'est le personnage de Jésus. Oui. Alors là, beau truc scénaristique, il y a des trucs à résoudre, on met Jésus. Voilà. Fils de Dieu, on sait pas comment elle est née, et elle a des pouvoirs qui font que bah, tu t'inquiètes absolument plus pour les personnages, parce Oui, que de c'est toute ça. façon, elle va tout résoudre. Et c'est la fille de Sigourney Weaver et de la nature. Oui, c'est ça. Et Donc, Sigourney Weaver, qui est Marie, du coup. qui est Marie, si c'est Jésus. Ah oui, oui, Marie, oui, oui. je croyais que tu Je disais suis dans les Marine. références bibliques, là. Non, mais j'adore. Mais je croyais que tu m'avais dit Marine, et du coup, je me Ah. suis dit, je croyais que je me disais, oui, elle est avec les marines et tout. Oh, mais putain, mais ça aussi, pareil, cette espèce de... Moi, bon, elle est là, ma take, plutôt. Le truc qui m'énerve un peu avec Avatar, qui est pas vraiment... Enfin, le côté Cameron qui dit, oui, moi, je suis un écolo, j'adore la nature. En fait, t'es juste un bandeur de Oui. militaires. Mais bien sûr. Tout ce que tu veux filmer, genre t'as littéralement appris Mais oui. à des créatures avatars à utiliser des mitraillettes parce que tu voulais voir ça. Tu voulais juste voir des explosions. En fait, il aime trop les militaires. Bien sûr. Déjà dans Aliens, il nous a saoulés parce qu'il nous a ramené les militaires dans Je l'espace. veux bien qu'on parle du message écolo, du message de... Non mais il est ridicule. Où ça représente le colonialisme Oh, états-unien,
Je veux bien, mais non. Non, tout Ça ce que marche pas. tu veux filmer, c'est des scènes de guerre. Mais oui. C'est tout. Et c'est ce que les gens qui adorent ces films Mais bien veulent de sûr. toute façon. Donc bon. Moi, j'ai vu un truc, j'ai vu une critique passer, ils disaient oh, James Cameron, Avatar, ce grand film sur la nature qui peut se permettre de faire un film sur l'impérialisme et pendant 10 minutes de suivre une baleine anticolonialiste. Là, tu fais, ouais, mais vous êtes fous. Une baleine anticolonialiste. Non, mais vous êtes des fous. Pardon, mais vous êtes des fous. Vous voyez Avatar 3 et vous dites, mais quel grand film sur l'anticolonialisme. C'est. Mais vous êtes des malades. Pardon. Je me suis Non, mais emballé je suis- parce que je fais rire Guigui, du coup je m'emballe. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais- Mais... Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Genre, c'est ça pour vous l'anticolonialisme. C'est Avatar 3, c'est 1h30 de scènes de guerre et de glorification de l'armée, du code marine. Nous sommes des marines, nous avons un code d'honneur. Arrête quoi, je comprends pas cette espèce aussi de truc de pareil, on parlait de la filiation dans l'agent secret, mais là c'est ridicule. Je comprends pas pourquoi le père est comme ça avec son fils, j'y crois pas une seule seconde. Oui. Non, bah, il y a aucun. Encore une fois, comme l'agent secret, il y a beaucoup de personnages, mais là, on s'intéresse absolument à aucun personnage parce que rien n'est intéressant dans ce film. Ah oui. À la limite, la méchante. Oui, la là, méchante elle est bien. Ouais. Il pourrait avoir quelque chose, le truc 2, elle est complètement fumée à la coke et. Ouais. Et vas-y, elle aime le feu. Bon, vas-y, il peut peut-être Oui, avoir et quelque puis, chose là-dedans à chercher. et le côté aussi. Mais elle disparaît parce que elle s'allie à un homme et c'est l'homme le méchant, donc elle disparaît complètement. Ouais, c'est ça. Du coup, on reste sur le. Parce que c'est intéressant aussi, même le background un peu du côté peuple de cendres, puisqu'ils sont nés. Il y a eu une éruption volcanique qui a réduit leur village en cendres. Ouais. Et du coup, ils ont un rapport à la vie beaucoup plus Brut. morbide. Oui, plus morbide. Ouais. Beaucoup plus morbide et plus. Ouais, Eux, donc- ils croient pas en Dieu, au Dieu que. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a quelque chose. Donc il y avait un truc intéressant là-dedans. sur cette tribu. Mais non, on va suivre Jake Sully, Déjà, le marine. le nom et prénom, pardon. Oui. Jack Sully, c'est vraiment Sully. Vraiment, c'est le truc de base américain. Oui, oui, et ouais. Jake, quoi. Enfin, bref. Jake. Et Jake Sully. on va suivre ça. En fait, enfin, pour moi, Cameron, il s'intéresse pas du tout. C'est pas parce qu'il a filmé une baleine dans l'eau, Mais non. une baleine anticolonialiste, pardon, qui est dans Si les tu fonds marins. t'intéresses à la nature, tu utilises les technologies, les bonnes technologies que tu utilises. Tu vas faire un putain de documentaire pour National Geographic, ça Bah sera oui. beaucoup plus intéressant qu'Avatar. Ou alors, si tu veux le faire, enfin, ne bande pas autant sur des scènes de guerre, quoi, Mais de c'est ça. violence, parce que ça se voit que tu veux filmer ça. Dans le 2, pour le coup, dans La Voix de l'eau, il y a vraiment toute une partie assez longue où il n'y a plus de scénario Mhm. et où juste il filme les fonds marins, il filme des espèces de trucs qui est assez agréable. Et là, pour le coup, je retrouvais cette partie-là dans le 2, mais là, Mhm. dans le 3, Oh non, c'est- ils s'en foutent complètement. on n'y est plus. Mais pour rejoindre en plus tout ce qui est Marvel, il y a un lien, c'est que quand il y a enfin, il y a un moment donné, ils crament tout un village avec Ouais. le feu. Il n'y a pas de mort dans ce. Oui. Non, mais et pareil, on n'a pas trop parlé, mais l'agent secret, quand il y a des morts, ça se voit. Ouais, bah oui. Mendasa Philo, il aime bien le montrer, il le montre brut. Ouais. On voit la matière, on voit il y a un moment donné où il y a des tirs dans la tête, Ouais. tu vois tout. Ouais. Mais voilà, on voit, il y a des morts. Tout ça provoque des morts. Dans Avatar, évidemment que ça provoque des morts, mais on ne les voit pas. Bah non, parce que Le c'est peuple est spectaculaire. invisibilisé. C'est assez dingue. En fait, tout est spectacularisé de la même manière. Que ce soit les paysages ou que ce soit la destruction. Mais oui. Et du coup, quand on a un avion qui met le feu à une partie du village j'ai oublié le nom de la tribu Avatar. Et Bah, en Navi. fait, Non, ouais, mais c'est pas les navis justement, Ah bah c'est du le coup là peuple c'est de l'eau là. Le peuple Et de l'eau. le peuple de l'eau. Et bah du coup, il le filme. Waouh, l'explosion de fou. Il le Oui. filme pas en tant que drame. C'est ça. Et du coup, c'est là que ça me pose problème quand on va me parler de Avatar film politique, quoi. J'y crois pas une seconde. C'est comme Et j'espère qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment et que vous essayez juste de trouver Ah ouais. des excuses. Mais en plus, c'est ok, c'est pas grave. C'est pas grave d'aimer un film blockbuster américain qui a une morale de merde. C'est pas grave, ça c'est arrive. pas grave, mais ne venez pas nous dire que Mais ça oui. représente Arrêtez d'essayer de trouver des trucs. vraiment. Le message anti-impérialiste, anticolonial, il est catastrophique. C'est On un est sur du- divertissement.
On est sur du white saviorisme basique. Donc, Superman, qu'on a vu cette année, a plus de force dans le message c'est clair. que ça, quoi. C'est clair. Là, il n'y a rien. C'est un divertissement états-unien de base, classique. Oui, c'est ça. Et ouais, non, il n'y a pas Alors grand-chose classique non, d'intéressant. puisque il a quand même avec lui visuellement, c'est quand même assez fou. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a des trucs qu'on n'a jamais vus ailleurs, faut le dire aussi. Moi, ça m'a plu. Il y a certaines scènes qui m'ont plu, même des scènes de combat où j'ai retrouvé quand même une mise en scène et des chorégraphies assez folles. Technologiquement, effectivement, c'est fou puisque c'est que de la motion capture Mhm. et t'as vraiment l'impression que Ouais, totalement. que c'est des vrais personnages, quoi. Mais 3h15, c'était trop. Ah ouais, c'est... Ça méritait pas autant, quoi. Mais bon, moi, on l'a vu et voilà. Oui, au moins c'est fait. Et puis voilà, c'est toujours bien de regarder où se situe un petit peu Ouais. le gros cinéma de divertissement. Ce C'est qui pas se passe, pour autant quoi. qu'on parlera de Marvel dans ce... Non, je pense pas. Parce que, attention, avant Avatar, il y a eu la bande-annonce, le trailer, le teasing Ah, je l'ai pas eu, moi. de... Ah ouais? De Non. Avenger, je sais pas Ouais, quoi. j'ai eu De Gaulle. De quoi J'ai eu le film, le biopic sur Général de Gaulle. Encore un? Bah oui. C'est à se faire en 2 parties, mon vieux. À la gloire du général. En plus, il y a déjà eu un film de Gaulle il y a pas si longtemps. Ouais, mais il avait bidé, il était sorti Oui, pendant c'était le de la Covid. merde, mais... Ok. Là, c'est vraiment un gros film avec... c'est le réal de Le Chant du Loup. Et ça a l'air d'être assez fou en termes budget, quoi. Ok. Ouais, ils ont fait un gros film de propagande produit par Pathé. Voilà. Alors, ça s'arrête à 45. Hein. Ah bah oui, bah Parce oui. qu'on va je pas- me disais aussi, oui. On Ok. va pas traiter non plus de la guerre d'Algérie, on va pas Je traiter trouvais- 68. Je trouvais ça très bizarre. En effet, d'accord. Non, Ok, je c'est comprends juste mieux. le grand général de Gaulle Ah, bah résistant, et après, il s'est C'est rien comme passé. un jour, là. ils vont faire un film sur Pétain jusqu'en 1918. Bien sûr, bah oui. Je sais pas. Hein. Et un film sur Hitler, non, je rigole. Ah, qui écrit son livre en prison. Oui, voilà. Putain, vivement le biopic sur Sarko aussi. Oui. Oh là là. Ça serait fou. Ah, Ce serait génial, putain. Nicolas. Bon, bah nous, on se quitte ici. Où trouve-t-il toute Où cette trouve-t-il énergie? toute cette énergie. On s'arrête là. Oui, on s'arrête On là-dessus. s'arrête là. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode top. Spécial. Eh oui. On vous balance nos films préférés de l'année. Il y a des films dont on n'a pas parlé dans le podcast. Et en non. plus. Donc, Non, il y en a. Même si mon top n'est pas encore consolidé. moi non plus. Il y a le noyau. Ouais, c'est compliqué. Waouh, cette année, quelle belle année. On ne croyait pas les youtubeurs Ouais, il y a eu beaucoup qui disent de que bons c'est une films. année nulle parce qu'il y a eu 3 blockbusters et pas Ouais. d'Avengers. Mais non, vraiment, c'est une très grande année. Beaucoup de très bons films. Très grande année. On se retrouve la semaine prochaine pour le top. La bise, Gros bisous. générique. Ciao.